Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo de réparation du chauffage électrique de chez Truma, le Truma Ultraheat qui vient s'installer dans un chauffage gaz. Normalement, il y a 2 semaines, vous avez dû voir la vidéo d'installation de ce fameux Truma Ultraheat et j'avais expliqué que c'était un chauffage que j'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin car en neuf, c'est quand même 400 €, ça fait quand même trop cher. Et je l'avais acheté alors qu'il était donné comme étant en panne pour pièce ou voilà. Je n'avais vraiment aucune idée du type de panne. Lorsque j'avais demandé à la personne, il s'était contenté de me dire bah il est en panne, hein, je sais pas ce qu'il a. Point barre. Vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo qu'il avait déjà tenté de le réparer, que ça avait déjà été bricolé. J'avais vraiment pas grand chose comme idée de panne, comme idée de panne possible. En me renseignant sur internet, j'ai vu que c'était bien souvent les mêmes pannes qui revenaient sur ce type de chauffage. Et voyant que c'était quand même de l'électronique assez ancienne, assez simple à réparer, j'ai pris le risque. J'ai acheté ce chauffage-là pour un petit peu moins de 60 €, donc ça me laissait une belle marge avant que ça ne me coûte plus cher qu'un chauffage neuf. Car bien souvent, il faut prendre un truc en compte sur le Bon Coin. Lorsque vous achetez un truc en panne et que la personne vous dit je ne sais pas ce qu'il a, il y a deux possibilités. Soit la personne est de bonne foi, elle ne sait vraiment pas ce qu'il a, ou soit la personne sait le problème du chauffage et la réparation coûte plus cher que le chauffage. Vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo dans quel cas je pense que j'étais. Donc voilà, je vous laisse tout de suite passer la vidéo de dépannage. Alors c'est une vidéo qui est assez longue, donc je l'ai chapitrée, suivant les différents types de pannes, les différents éléments que j'ai pu tester. Et on se retrouve juste après pour le verdict sur la panne de mon fameux Truma Ultraheat. Et donc voilà mon bel achat que j'ai effectué sur le Bon Coin, le Ultraheat à dépanner. Alors dans le deuxième carton, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver tout simplement la commande du Ultraheat qui est censée être neuve. Ça, le vendeur, il disait que c'était normalement neuf. Il le vendait d'ailleurs séparément 60 € sur le Bon Coin, donc il vendait ça plus cher que le kit complet. Parce que pour rappel, ça j'ai réussi à le négocier à 45 €. On a le gabarit de découpe, je suis bien content qu'il soit présent pour pouvoir monter le Ultraheat sur le chauffage lorsqu'il sera réparé. Et voilà la bête. Alors là, c'est vraiment de l'achat le Bon Coin, de je te fourre ça dans un carton et tu te démerdes. Regardez un petit peu l'état dans lequel c'est arrivé. La boîte pour le circuit imprimé, il n'y a que le bas, il n'y a pas le haut. Le circuit imprimé comme ça. Et le plus beau, la résistance. Ça a été bidouillé. On peut voir un petit truc. Là, ça a arqué. À mon avis, il a dû faire des tests et puis ça a touché la carrosserie et hop, ça a arqué. Voilà, enfin super. Là, l'état, trop bien. Le tout branché avec une prise sans la terre, c'est pas grave, c'est pas dangereux, tout est en ferraille, on est sur du 220, voilà, magnifique. Alors ça c'est le fameux Ultraheat, et en plus de ça, j'ai plein de pièces détachées de chauffage. Le mec il m'a refourgué vraiment tout ce qu'il avait pour un chauffage. Je me retrouve avec un allumeur électronique, ça c'est bien, si jamais il fonctionne, je vais essayer de le revendre, ça me fera un petit peu de sous. Des bouts de ferraille, une commande pour le thermostat du chauffage en mode gaz. La fameuse commande qui va avec, un deuxième cliqueson, un système de verrouillage et deux tuyaux de gaz, des joints, voilà, un truc Ultraheat 230 volts, un deuxième Ultraheat 230 volts pour mettre sur la façade, voilà. Un petit peu des déchets quoi, voilà. Et comme je disais, j'ai plein de déchets, j'ai plein de pièces en trop, mais il me manque le fameux capot et ça, je sens que ça va être très compliqué à avoir. On va maintenant passer au vif du sujet, le Ultraheat. Alors le Ultraheat, on va parler tout de suite des pannes et du dépannage. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des pannes qui sont plutôt courantes. Je vais faire un peu de place, on va enlever ça déjà. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cause de panne? Première cause de panne, les résistances qui seraient mortes. Pour vérifier ça, c'est bien, c'est très simple. Il suffit simplement d'un multimètre et de venir mesurer la valeur des résistances. La résistance 1, elle fait 55 ohms. La résistance 2, elle fait 55 ohms. Donc les résistances doivent être bonnes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'en farfouillant sur internet, j'ai trouvé un document. Très bien ce document-là, c'est celui-là. Où j'ai la valeur des résistances, j'ai le fonctionnement des relais et j'ai surtout la correspondance des fils, vu que ça a été bricolé, pour être sûr que ce soit dans la bonne correspondance. Deuxième source de panne possible, ce sont les cliquesons. Les cliquesons qui vont assurer l'ouverture du circuit en cas de surchauffe pour éviter l'incendie. Ce cliqueson-là semble être d'origine. Celui-là, il a déjà été changé. Puis le fait qu'il y en ait un deuxième à l'intérieur du colis, du paquet, ça peut laisser penser que la personne qui l'a vendu était partie là-dessus à la base comme panne possible.
D'ailleurs, comme je le disais, hein, là vous pouvez voir que ça a arqué. À mon avis, il a fait des tests, ça a dû toucher et poum. Parce qu'on peut voir que là aussi, c'est un petit peu noirci. Donc ça a touché à un moment entre ça et ça. Les cliquets 175 degrés sur la phase, 125 degrés sur le neutre. Ils sont placés différemment, c'est pour ça qu'il y a deux températures différentes. Pour les tester, c'est très simple. On se met en mode mesure de continuité. Voilà, normalement, ils sont normalement clos. Lui, il semble être bon. Après, il faut tester en le chauffant, voir s'il s'ouvre bien à 170 degrés et puis 125 degrés. Ça, je le ferai hors caméra parce que ce sera plus simple. Et celui-là, aucune continuité. Donc déjà, ce cliqueson-là, qui est censé être un normalement clos, il est mort. Donc là, une panne qui provient de là, c'est sûr. Ça, c'est les deux sources de panne côté puissance. Maintenant, on va parler un petit peu côté carte électronique. Il y a aussi des kits de réparation qui se vendent sur Internet. Les pannes viennent plus souvent de quoi? Du transformateur et des 3 relais. Alors les relais, à quoi est-ce qu'ils servent? Eh bien c'est là que le petit schéma est intéressant. Les relais vont servir à faire la sélection de puissance de votre appareil en couplant différemment les résistances. Je vous explique, ligne, on passe par là. Si K1 se retrouve activé, on passe par là. On se retrouve à alimenter les deux résistances en série. Deux résistances en série, ça fait une résistance plus grosse. On divise par deux. Deux résistances de 1000 watts, eh bien on se retrouve avec un chauffage de 500 watts. Si K2 est activé et pas K1, la ligne passe par là, on passe de K2, on passe dans une résistance de 1000 watts, on est en mode 1000 watts. Si on active K2 et K3, phase, hop, on passe par là, résistance neutre. Mais K3, s'il est activé, ça fait quoi? Vous mettez le neutre de ce côté-là de la résistance et du coup, vous vous retrouvez avec une deuxième résistance de 1000 watts. Les deux résistances sont en parallèle, les valeurs de puissance s'additionnent, on se retrouve avec le mode de fonctionnement à 2000 watts. Donc voilà, comme on vient de voir, les relais sont fortement sollicités, surtout K2 qui sert pour le fonctionnement 1000 watts, 2000 watts. Donc K2 peut arriver assez souvent à tomber en panne. Il peut charbonner, il peut rester collé, voilà. C'est une source de panne possible. S'il vous manque une des 3 puissances, c'est les relais qui sont défaillants. Et le dernier type de panne possible que j'ai pu trouver, c'est le fameux transformateur. Le transformateur apparemment qui ne supporterait peut-être pas bien la chaleur. Alors moi j'avais demandé des photos au vendeur avant l'achat parce que j'avais quand même un petit doute. Il y avait un petit truc qui me paraissait bizarre sur ce fameux transformateur. Et il m'a envoyé des photos, je vous les mets là. Et en conditions réelles, si on prend la photo un petit peu de biais, voilà ce qu'on a. Et on peut s'apercevoir de quoi? Eh bien que le dessus du transformateur est bombé. Et ça, c'est pas normal. Normalement, les transfos comme ça, c'est plat au-dessus. Donc, il y aurait bien un souci au niveau du transformateur. Alors, je suis sûr que vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut tester? Eh bien, si c'est les relais ou le transformateur, eh bien, ça va être très simple. Il suffit encore une fois du multimètre. Et on va faire des tests. Alors, on retourne la carte. Alors, les relais déjà, est-ce qu'ils sont passants ou pas? On se met sur le commun qui est au milieu sur les relais. On est bien passant. On est passant. Il n'y a pas de souci au niveau des relais. Enfin, là, c'est à l'état repos. Après, il faudrait tester quand les relais sont appelés. Est-ce qu'ils commutent bien? On fera ça un petit peu plus tard. Pour le transformateur, on se met en ohmmètre. Je mesure le secondaire, l'enroulement. 13,3 ohms. Et au primaire, je n'ai absolument rien. Le primaire est coupé. Donc à mon avis, la panne première, c'est le transformateur qui était mort. Et ça, à mon avis, c'est en farfouillant, la personne elle a dû se faire une surpanne. Donc la panne doit provenir du transformateur, mais avant de mettre encore du pognon à l'intérieur et d'acheter des pièces pour rien, il va falloir vérifier que la platine marche quand même. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien c'est très simple, je vais l'alimenter directement avec mon alimentation stabilisée. Pour savoir où est-ce que je vais l'alimenter, eh bien ça va être très simple. Je vais vous décrire un petit peu le circuit d'alimentation de la carte. Vous arrivez avec votre 230 volts, vous allez sur le transformateur. Du transformateur, vous ressortez en 10 volts alternatif. Vous passez dans un pont redresseur de tension, un filtre, et là, vous vous retrouvez normalement en sortie de ça avec 10 volts continu. Enfin, redressé, lissé. Et bien avec mon alimentation stabilisée, je vais me brancher aux bornes du condensateur et comme ça je vais pouvoir alimenter ma carte électronique et normalement je devrais pouvoir piloter mes relais, voir si les relais sont morts ou pas, même si c'est possible que je les change quand même préventivement.
On se retrouve tout de suite. Donc voilà, je me suis branché directement sur le condensateur. Le jaune, c'est le moins, le orange, c'est le plus. J'ai pris les fils qui traînaient. J'ai réglé mon alimentation à 10 volts. Je viens de la brancher correctement. J'ai branché la commande du Truma Ultra Heat. Et on va pouvoir voir si déjà il se passe quelque chose lorsqu'on alimente. Donc là, il ne se passe rien. C'est normal parce que le Truma est éteint. Je vais le mettre sur la position 500 watts. Déjà, bonne nouvelle, on voit un voyant qui s'allume. Donc position 500 watts, 1000 watts, 2000 watts, on n'entend aucun relais claquer. Normal, je suis au mini niveau thermostat. Je me remets sur 500 watts, je vais monter le thermostat. Je vous mets le micro juste à côté. Donc là, lorsque je bouge le thermostat, on entend bien le relais pour les 500 watts, pour le mode de fonctionnement à 500 watts qui fonctionne. Maintenant, on va faire de même pour les autres relais. Qu'est-ce que ce test nous apprend? Eh bien, dans un premier temps, il va nous apprendre tout simplement que la carte électronique fonctionne, le thermostat fonctionne, la carte électronique fonctionne et pilote bien les relais. Maintenant, il va falloir voir si les relais, eh bien, ils commutent réellement. On les entend commuter, mais si jamais les contacts sont charbonnés, eh bien, le courant ne passera pas. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez votre multimètre, test de continuité, vous faites une vérification avant. Il fonctionne bien et on va tester les relais, eh bien, dans les différentes positions. J'avais fait une petite coupure tout simplement, pourquoi? Pour repérer eh bien, quel est le relais K1, K2, K3 sur la carte, parce que vous pouvez voir, eh bien, le 1 il est au milieu, le 2 il est là et le 3 il est là. Maintenant on va vérifier eh bien, chaque puissance, comment est-ce que ça fonctionne. Pour faire très simple, on va commencer par le relais K2. On va mettre sur position 1000 watts et il devrait commuter. Je me mets en position 1000 watts. Et normalement on doit être passant entre là et là. On est passant, si je baisse le thermostat, on ne passe plus. Donc le relais 1000 watts fonctionne. Ensuite, on va tester le relais K1. K1, c'est quoi? Je vous rappelle, les deux résistances en série, c'est le mode 500 watts. Donc là, K1 est au repos. Il est passant entre le commun là et là. Je me mets en position 500 watts. On ne passe plus de ce côté-là, on passe là. Donc le relais K1 fonctionne. On peut vérifier que K2 est bien au repos. Voilà, maintenant on va passer en mode 2000 watts. Mode 2000 watts, je vous rappelle, on passe par K2 et par K3. K2, une résistance neutre. K2, deuxième résistance. On repasse par K1 qui est au repos et on repasse par K3 qui est activé et neutre. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que lui doit être passant. Voilà. Et lui aussi doit être passant. Voilà. Et lui, par contre, il est au repos, donc ça fonctionne. Là, qu'est-ce qu'on vient de valider? Eh bien, le fonctionnement tout simplement de la carte électronique. À mon avis, si on remplace juste le petit transformateur, la carte électronique repart. Donc voilà, là, on a vraiment vu toutes les causes de panne possibles et on a pu valider quoi? Eh bien, le bon fonctionnement de la carte électronique. Il faut juste changer le transformateur. Le thermostat fonctionne parfaitement. Le cliqueson, là, il va être à changer. Hein, le 45 degrés normalement clos. Non, c'est un 125 degrés normalement clos qu'il faut mettre. Les valeurs de résistance semblent cohérentes. Mais en théorie, là, si je change le transformateur et que je change le cliqueson, le chauffage est censé repartir. Reste cependant le problème eh bien, du bout de plastique manquant. Hein. Le vendeur ne m'a pas filé l'autre partie. Et à mon avis, c'est ça qui va être plus problématique. J'ai recherché sur Internet déjà. C'est très compliqué de l'avoir. On le trouve sur des sites anglais, des trucs comme ça. J'en ai vu un, il était à 19 livres sterling. Il y avait quasiment 30 livres sterling de livraison. Donc ça me faisait un bout de plastique plus cher que le kit là, l'ensemble Truma, plus divers déchets de chauffage Truma que j'ai pu acheter.
En tout cas, une chose à retenir de tout ça, c'est qu'on vous fait chier avec les indices de réparabilité. Ça se répare, ça se répare pas. Faut éco-consommer, faut réparer, faut tout ça. Quand on voit qu'un appareil, là, si on retrouve pas le bout de plastique, eh ben on le jette. C'est un petit peu malheureux. Et nous revoici après cette vidéo de guide de dépannage du Truma Ultrahit. Là, je pense vraiment qu'on a fait le tour. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, mais je voulais vraiment faire un guide de dépannage complet sur toutes les pannes possibles du Truma Ultrahit. Il y a cependant une chose que je n'ai pas montré, eh bien c'est la mesure d'isolement de la résistance. La mesure d'isolement de la résistance, c'est quoi? C'est être sûr que lorsqu'on alimente la résistance, on ne se retrouve pas avec du courant là. C'est ce qui s'appelle un courant de fuite, hein. Souvenez-vous, votre disjoncteur différentiel, il est censé vous protéger de ça, des contacts indirects, une carcasse anormalement mise sous tension. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas montré cette mesure-là? Eh bien tout simplement parce que mon multimètre affichait n'importe quoi. Mais comment est-ce que ça se mesure? Eh bien c'est très simple, on prend son multimètre, on se met en mode ohmmètre, on vient sur une des bornes de la résistance et l'autre côté de l'ohmmètre, on vient le mettre sur la carcasse métallique. Normalement, on est censé rien avoir. S'il y a quelque chose, c'est pas bon signe et on fait ça bien sur toutes les bornes de la résistance. Voilà. Moi, comme je vous disais, j'ai obtenu des valeurs assez incohérentes. Ça allait du mégohm au kiloohm. J'ai hors caméra fait une deuxième mesure avec un deuxième multimètre. J'avais encore le même phénomène. Ce qui était étrange, c'est que ça variait vraiment. On le laissait brancher et les valeurs variaient. Donc, est-ce que c'est les multimètres qui avaient des problèmes ou pas? Et par chance, j'ai un ami qui pouvait avoir en sa possession un mégommètre. C'est vraiment un testeur d'isolement. Et je lui ai filé ma résistance pour qu'il me la teste. Alors le mégommètre, la différence avec l'ohmmètre, c'est que lui, il va injecter 500 volts et il va vraiment mesurer l'isolement. C'est vraiment un contrôleur d'isolement. C'est vraiment fait pour. Il en est ressorti quoi? La résistance est morte. La résistance commençait à avoir un défaut de mise à la terre. Il commençait à y avoir un courant de fuite qui se créait. Et là, il était vraiment minime. Ça ne posait pas de problème de sécurité. Mais bon, j'allais pas remonter la résistance comme ça. Autre chose à savoir au sujet de l'isolement d'une résistance, des fois vous pouvez avoir un défaut d'isolement plus grand lorsque la résistance est chaude que lorsqu'elle est froide. Oui, le métal se dilate, tout ça à l'intérieur, tout se dilate. Et bah du coup, le courant de fuite peut être plus important à chaud qu'à froid. Ça peut arriver bien souvent, on peut voir ça sur internet. Vous mettez dépannage four par exemple, four électrique de maison, c'est exactement pareil, c'est une résistance. Et vous pouvez voir des gens qui vont vous décrire un symptôme. Le four fonctionne très bien, il le met à chauffer, et puis au bout de 10 minutes, poum, le disjoncteur différentiel se déclenche. Pourquoi? Tout simplement parce que la résistance est chaude, ça s'est dilaté à l'intérieur, et le courant de fuite est plus important. Autre chose aussi, un petit point important, lorsque vous faites des tests comme ça sur votre chauffage sur un Ultrahit, ça, c'est la prise qu'utilisait le mec qui m'a vendu le chauffage pour le tester. Parce qu'il n'avait aucune idée de la panne, mais il l'a testé, comme on l'a pu voir. Il avait déjà fait des courts-circuits. Il utilisait ça comme prise. Oui, il y a un souci, il manque la terre. Cette personne a eu de la chance en fait que le défaut d'isolement ne soit pas si gros que ça. Sinon, il aurait vu ce que ça fait un défaut d'isolement sur un circuit qui n'a pas de terre. Bon, le différentiel se serait déclenché pourvu que son installation électrique soit bien faite et qu'il ait une bonne terre. Mais il l'aurait senti passer. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Lorsque vous testez un appareil électrique que vous ne connaissez pas la panne, la première des choses, c'est le raccorder correctement avec une terre, avec une prise qui possède une terre. Voilà. Ça, c'est le petit aparté, voilà le côté un petit peu dangereux. Bon, revenons au vif du sujet. Moi, dans la finalité, pour réparer le Truma Ultrahit, qu'est-ce qu'il m'a fallu? Eh bien, il m'a fallu commander les pièces de rechange. Comme vous avez vu, le transformateur était mort. Il m'a fallu recommander un transformateur. J'ai changé aussi les deux clixons parce que les clixons qui étaient avec le truc, il y en avait un, c'était pas la bonne valeur. L'autre, voilà, j'ai préféré repartir à neuf. Et tant qu'à faire, sachant que les relais étaient le point faible de la carte électronique, j'ai choisi de changer aussi les relais. J'ai acheté tout ça sur AliExpress, ça m'est revenu pour 12 € environ. Donc ça va, le tout, le transfo, les 3 relais, les 2 clixons. Donc ça va, je m'en suis tiré pas trop mal. Il faut savoir qu'un clixon de chez Truma, si vous achetez ça chez un revendeur de pièces détachées de camping-car, le clixon de chez Truma, ils vous vendent ça en moyenne aux alentours de 30 €. Donc ça picote, c'est pas vraiment le même prix. Alors que le clixon, moi j'ai dû payer ça 1 € ou 1,50 €. Ça, c'était pour la panne de base. Après, comme je vous ai dit, le souci c'est qu'il manquait le capot en plastique. J'avais contacté le vendeur qui m'a dit, bah oui, moi je l'ai vendu pour pièce. Ça veut pas dire qu'il est complet. C'est une façon de voir les choses. Sauf que le capot en plastique, ça m'a posé quand même pas mal de soucis car c'est une pièce assez compliquée à trouver. Assez compliqué à trouver, oui, j'ai contacté à peu près tous les sites web de camping-car qui font de la pièce détachée.
Sur tous ceux que j'ai contactés, il y en a 4 qui m'ont répondu, dont 2, ça a été en gros la réponse « ça ne se fabrique plus, il faut racheter un appareil complet ». Bah oui, ça se fabrique plus. C'est pour ça qu'on est capable de vendre le truc en neuf. Logique. Parmi les 2 autres réponses, il y en a un, je me souviens plus le nom du site, il me proposait 40 € hors frais de port le bout de plastique. Oui, 40 € hors frais de port. Il faut savoir que ça, ce capot-là, on le trouve sur des sites anglais par exemple à 20-25 livres sterling, donc comptez aux alentours d'une vingtaine d'euros. Le problème, c'est qu'en Angleterre, maintenant, depuis le Brexit, si jamais vous voulez faire importer des pièces depuis l'Angleterre, vous avez des frais d'importation qui sont hors de prix. Ça faisait le capot aussi cher que l'autre qui voulait me vendre à 40 € sans les frais de port. Voilà. Avec les frais d'importation, j'en avais pour 50 balles le capot à importer, donc ça ne valait pas le coup. J'ai regardé aussi en Allemagne, en Hollande, le capot, vous pouvez l'avoir aux alentours de 20 €, mais le problème, c'est que là aussi, c'était les frais de port. Les frais de port étaient astronomiques, donc ça ne valait pas le coup. Mais comme je vous ai dit, j'ai reçu 4 réponses de revendeurs de pièces détachées de camping-car. J'avais les 2 négatives, j'avais la réponse à 40 € et il me restait une réponse qui arrivait un petit peu après. Cela, je vous fais le récit, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Il faut savoir que lorsque je recherche une pièce, je passe beaucoup de temps sur Internet, j'envoie plein de mails et puis après, les mails, les réponses arrivent quand elles arrivent. Et ce fameux dernier fournisseur de pièces détachées, c'est Ludospace. Ludospace, franchement, c'est la première fois que je commandais chez eux et j'ai été très agréablement surpris. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils pouvaient m'avoir ce fameux capot pour 20 €. Soit le tarif qu'on retrouvait en Angleterre ou en Allemagne. Un tarif décent, un tarif qu'on retrouve partout, donc le tarif de la pièce. Le seul souci, ça a été les frais de port. Les frais de port, c'était quand même 10 €. À ce moment-là, je cherchais autre chose à acheter sur leur site où j'avais pas besoin d'autre chose, donc j'ai passé commande. Le fameux capot à 20 €, plus les frais de port 10 €, ça me faisait le capot à 30 €. Ça, c'était à ce moment-là. Sauf que souvenez-vous, ma fameuse résistance, j'ai pas pu la faire tester tout de suite. Il a fallu une semaine et demie avant qu'on me la teste. Et voilà, j'ai passé ma commande, une semaine et demie, je me suis retrouvé avec, ah mince, il me faut une autre résistance. Une résistance comme ça sur eBay, c'est 150 €. Entre 150 et 174 €. Là aussi, je me suis dit, eh bien, je vais contacter Ludospace, savoir s'ils peuvent m'avoir la résistance. Et la bonne surprise, la résistance, ils ont pu me l'avoir à 104 €. Et cerise sur le gâteau, ils ont même pu me repasser ça dans ma première commande. Donc là, vraiment au top. Ce qui fait que ma commande de capot à 30 €, en fait, je me suis retrouvé une commande à 140. Sauf que là, j'avais ma résistance plus mon capot. Donc voilà, pour le coup, franchement, je dois avouer que j'étais vraiment très très agréablement surpris de Ludospace. Ils ont des tarifs franchement défiant toute concurrence, on peut le dire, parce que les concurrents, ça a été soit ils vendent le double, ou soit ils disent que la pièce ne se fabrique pas. Et niveau réactivité au mail et tout, vraiment super rapide. Bien évidemment, si je les ai contactés, c'est que la pièce n'était pas présente au catalogue, mais ils ont pu me rajouter ça, on a fait un paiement par PayPal. Enfin, ça s'est super bien goupillé. Là, franchement, un grand bravo à Ludospace pour les pièces détachées que vous pouvez avoir, et bien sur demande de vos clients, et surtout l'implication que vous avez envers vos clients. Je vous dis bravo. Donc faisons maintenant un petit peu le point. Est-ce que ça a valu le coup d'acheter ce fameux Truma Ultrahit et de le remettre en fonctionnement? Est-ce que ça m'a fait faire des économies ou ça m'est revenu plus cher d'en acheter un neuf? Eh bien, ça a failli me coûter plus cher que d'en acheter un neuf. Eh oui, si je prenais les pièces là où on les trouve le plus facilement, ça me coûtait 160, entre 150 et 175 € sans les frais de port. Le capot, le seul revendeur français, c'était 40 balles. Et puis, je pense que ça devait être 10 balles de frais de port. Donc, 50 € pour le capot en plastique manquant parce que c'est pour pièce, donc c'est pas forcément complet. Les clixons, si j'avais acheté des clixons officiels, eh bien, ça me serait revenu à 30 € le clixon. Donc, ça aurait été vraiment pas rentable du tout. Là, j'ai vraiment eu de la chance avec Ludospace qui fasse des pièces à prix très très abordable. Et surtout de trouver tout ce qui était électronique, de pouvoir le retrouver sur AliExpress. Ça a demandé un petit peu de recherche. Et en plus de ça, il y avait l'allumeur électronique, comme vous avez pu voir dans le lot de pièces détachées dans le fourre-tout. L'allumeur électronique, j'ai changé les piles, j'ai désoxydé les contacts et il fonctionnait parfaitement. J'ai pu le revendre sur le bon coin, ça m'a quasiment remboursé le chauffage acheté d'occasion. Donc ça va, je suis quand même rentré dans mes frais. Et concernant le vendeur, est-ce que le vendeur pour moi était une personne honnête qui ne savait réellement pas ce qu'avait le chauffage, ou est-ce que c'est une personne qui
savait à peu près combien coûteraient les réparations et s'est dit, bah tiens, ça vaut trop cher, je le revends sur le bon coin et j'essaye un petit peu de minimiser les pertes. Je pense qu'on est dans ce cas-là, hein. Le vendeur a essayé de me mettre une douille, honnêtement. Je pense qu'il était bien au courant du problème de la carte électronique, sauf qu'il ne devait peut-être pas être en capacité de changer le transformateur, parce qu'une carte électronique comme ça, c'est aux alentours de 140 €. Il devait peut-être être au courant aussi du problème d'isolement de la résistance parce qu'elle était mal montée quand je l'ai reçue. Il a dû voir ça 175 €, 140, 175. Ça vaut pas le coup. Je le revends, il y en a bien qui va se faire avoir. Je pense honnêtement que le vendeur n'était pas le plus honnête du monde. Voilà. Et voilà, la vidéo va toucher à sa fin comme d'habitude. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces levés. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines à 18 h pour une autre vidéo.